Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il a 8 ans, le petit Gustave Eiffel. Il a 8 ans, il n'est pas heureux. Nous sommes à Dijon en 1840. Sa mère tient un commerce de charbon avec une demande à l'époque qui s'envole. Les deux parents sont accaparés par le travail, n'ont pas vraiment le temps de s'occuper de cet enfant qui, dans la vérité, vit rue Turgot à Dijon chez sa grand-mère. Femme austère, la grand-mère. Elle perd la vue. Chaque soir, en rentrant de l'école, c'est le petit Gustave qui doit lui faire la lecture des textes saints auxquels elle ne comprend rien du reste. Un jour, le gamin se rebelle. Il refuse de lire les prières, il refuse les coups de baguette sur les doigts et le dimanche suivant, son père lui rend visite avec l'intention de le punir. On le met à genoux sur un rondin de bois et 5 coups de fouet sur les fesses. Ah oui, c'est pas une éducation qui rigole à l'époque. Encore une fois, on est en 1840. Il faut vous dire qu'il est souvent puni, Gustave, à l'école aussi. Il travaille pas beaucoup. Il préfère le sport ou aller flâner dans les rues ou passer du temps chez l'oncle Mollerat. Ah, lui, c'est un personnage haut en couleur, ce tonton Mollerat qui parle fort, qui raconte toutes sortes d'histoires. « Eh oui, petit, j'ai vu Robespierre comme je te vois », dit-il souvent. On est donc sous le règne de Louis-Philippe et Mollerat n'en est pas moins un républicain pur et dur qui s'emporte contre tous ces royalistes, contre tous ces bonapartistes, des réactionnaires, dit-il. Seulement, Mollerat est aussi un inventeur, un entrepreneur, qui a créé le vinaigre Mollerat, ainsi qu'une peinture verte anti-rouille, le vert Mollerat. C'est un positiviste, c'est vraiment le personnage extraordinaire de la famille, il faut bien dire. Quand je dis qu'il est positiviste, c'est un adepte des thèses d'Auguste Comte, vous savez, et au fil des années, c'est lui qui va transmettre au jeune Gustave cette foi dans la science qui l'anime et qui donne à sa vie tout un sens. Le garçon reçoit ces quelques valeurs en héritage, le sens du progrès, de l'entreprise, du travail, et puis, disons-le, l'amour de la République. Entre-temps, la mère elle-même a fait prospérer ce commerce de charbon dont je vous parlais. Les parents ont tendance à s'embourgeoiser, ils déménagent, ils vont récupérer Gustave, et d'un seul coup, le petit Gustave devient un élève modèle. Dès qu'il décroche son bac lettres et sciences, on est là en 1850, sa mère l'inscrit en classe préparatoire à Paris. Il s'agit maintenant d'aller préparer Polytechnique. Et à peine installé, cet étudiant de 18 ans va se laisser étourdir par la vie parisienne. Il court les bals, il court les filles, bref, il mène une vie de patachon. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, on est en 1850, je vous l'ai dit, donc entre deux, la Deuxième République a été proclamée, Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu du grand Napoléon, a été élu président de la République, Gustave bat le pavé contre l'autoritarisme du prince-président, il va même manquer d'être expulsé de son école et il va assister, impuissant, à ce coup d'État de décembre 1852 et à la répression qui s'abat contre tous les républicains. Il se plonge dans les études à ce moment-là, il est quand même assez prudent, Gustave. Il a compris qu'il fallait pas trop se montrer à cette époque-là. Il va être recalé à Polytechnique, parce que je vous l'ai dit, il a mené cette vie de patachon. Ça ne l'empêche pas d'être admis à Centrale. Cette Sorbonne de l'industrie, comme la qualifie Christine Kerdelan dans la biographie qu'elle vient de publier chez Robert Laffont, La vraie vie de Gustave Eiffel. Les centraliens, nous dit-elle, sont les héros de l'industrie, les maîtres des usines qui commencent à fleurir sur le territoire. Alors, notre jeune diplômé de Centrale va trouver un premier emploi aux forges de Châtillon, puis dans les ateliers d'un jeune industriel qui s'appelle Charles Neveu, qui a 32 ans, spécialiste des machines à vapeur, matériel fixe et roulant pour voies ferrées et génie civil. Neveu est un personnage étonnant qui devient l'ami de Gustave et son mentor. Il est grand, dynamique, prolixe, inventif. C'est un franc-maçon très engagé, un saint-simonien convaincu, adepte d'un capitalisme social avec partage des bénéfices, avec institution d'un salaire minimum et même d'une assurance chômage, est très en avance sur son temps, cet homme-là. Évidemment, Eiffel est séduit par toutes ces idées, pour autant il ne s'engage pas. C'est comme s'il avait quand même été prémuni contre un certain nombre d'engagements trop dangereux. Sous Napoléon III, il faut quand même vous dire que les républicains ne sont pas en odeur de sainteté, bien entendu.
Eiffel suit Neveu en revanche dans la passion qu'il nourrit pour les nouvelles techniques et notamment les nouvelles techniques de construction. Il va apprendre à construire des piliers de pont en eau profonde avec des caissons à air comprimé. Vous savez, c'est très extraordinaire. On fait travailler les ouvriers dans ces caissons à air comprimé. L'entreprise Neveu est rachetée par le Belge Pauwels qui remporte un marché, la construction d'un immense pont au-dessus de la Garonne. Et c'est au jeune Eiffel que Pauwels a la bonne idée de confier ce chantier. Il faut dire que Eiffel s'est spécialisé dans ces piliers en eau profonde. Il a 26 ans maintenant, Gustave. C'est un chef de chantier hors pair, rigoureux, méthodique, incroyablement dynamique. Un jour, un ouvrier va tomber dans la Garonne et Gustave, qui est un sportif, qui est un excellent nageur, se jette à l'eau, il sauve le malheureux. Inutile de vous dire qu'il devient le héros non seulement de son entreprise, mais de toute la presse locale. Ce chantier est un succès, les suivants vont l'être aussi, et à 34 ans, Eiffel va créer sa propre entreprise. Il avait vu sa mère, il avait vu son oncle Mollerat aussi, et puis cet ami Neveu. Bref, il a le sens de l'entreprise. C'est à Levallois-Perret qu'est fondée Eiffel et compagnie, spécialisée dans les structures en fer, et à la même époque, on va le voir épouser Marguerite. Ils vont avoir ensemble 5 enfants. Les affaires commencent à décoller quand d'un coup, en 70, c'est la guerre, bien entendu, et le siège de Paris. Et puis, cette commune dont on vient de commémorer le 150e anniversaire, on est en plein dedans même. Ses convictions républicaines sont mises à l'épreuve. La République, oui, ça évidemment, vous avez bien compris quelles sont les intentions de Gustave Eiffel. République sociale, pourquoi pas, mais si ça doit tourner au socialisme et à l'anarchie, alors là non, pas du tout. Il accueille avec soulagement une République qui se déclare d'emblée conservatrice et qui finit par s'installer, on ne sait même plus trop comment, dans le début de ces années 1870. Quand même, Gustave va s'essayer à la politique. Il se fait élire conseiller municipal levallois sur la liste des républicains modérés, centre-gauche, si vous voulez. Il souffre d'un handicap de taille, cependant, c'est qu'il n'est pas capable de s'exprimer en public. Ça, c'est pas du tout son domaine. Dès qu'il est face à une foule, il n'y a plus personne. Et ça, c'est rédhibitoire dans une république où la parole est un peu l'apanage des avocats. Qu'importe, il nourrit une autre ambition, Gustave Eiffel. Construire, évidemment, c'est très bien, mais ce qu'il voudrait, lui, c'est carrément aller construire des œuvres d'art. Vous écoutez Radio Classique. Christine Kerdelan, que je cite dans sa vraie vie de Gustave Eiffel, nous dit avec son accent bourguignon, Gustave inspire confiance. Il a maintenant de nombreuses réalisations à montrer, il remporte de plus en plus de contrats grâce à la beauté de ses dessins et à ses prix serrés. Vous avez, somme toute, là, les deux secrets du grand succès de Gustave Eiffel. Parmi les réalisations les plus connues, il y a, vous le savez sans doute, le pont du Douro au Portugal, qui est une chose absolument incroyable, la gare de Budapest, le célèbre viaduc de Garabi dans le Cantal, 80 mètres de haut, 165 mètres de portée, avec cette grande arche invraisemblable. C'est un record pour l'époque, bien sûr. La naissance des lignes de chemin de fer partout en France, en Europe, dans le monde est une aubaine pour ceux qui travaillent dans le domaine de l'architecture métallique. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin ? Il accompagne, Gustave, la politique de colonisation française des années 1880 aussi. Vous savez que c'est la République de Jules Ferry qui veut partout imposer, exporter ses idées universelles, son génie industriel, pardon, toutes sortes de protectorats et de colonies. Eiffel envoie en Cochinchine ses ingénieurs, ses ponts en pièces détachées. Il construit des dizaines et des dizaines de ces ponts. C'est une manne incroyable. Vous imaginez la fortune que ça représente. La France a aussi décidé d'offrir aux États-Unis une statue monumentale dont je vous avais parlé, la liberté éclairant le monde, ce qu'on appelle la statue de la liberté. Vous savez, c'était un petit peu une façon de se faire pardonner le soutien de Napoléon III aux sudistes au moment de la guerre de sécession. Cette statue de la liberté de 46 mètres de haut est façonnée par Bartholdi. C'est Bartholdi qui en dessine les formes, bien sûr. Mais il faut bien un squelette métallique
scientifique pour la tenir. Et c'est à Eiffel que Bartholdi fait appel. Eiffel qui accepte sans hésiter, toujours heureux de contribuer au rayonnement de la France, au rayonnement des idées maçonniques aussi, disons-le, et républicaines, et puis à son rayonnement propre. Eiffel est maintenant reconnu, il est prospère, il voit loin, il voit haut, et au début de juin 84, il réunit ses collaborateurs. Dans 5 ans, leur dit-il, l'exposition universelle célébrera le centenaire de la Révolution, et Ferry veut une démonstration du génie français. Proposez-moi des idées de monuments. Une semaine plus tard, 2 des ingénieurs du bureau d'études, ils s'appellent Nouguier et Coquelin, vont proposer le projet d'une tour de 300 mètres. Pourquoi 300 mètres? C'est à peu près 1000 pieds, tout simplement. C'était l'idée de la tour la plus haute du monde qui devait faire 1000 pieds et qui servirait, dans l'idéal, de porte d'entrée à cette exposition universelle. Eiffel demande à l'architecte Sauvestre d'améliorer le dessin, qui va devenir, vous savez, cette tour très élégante que l'on connaît à l'époque. Sauvestre lui avait quand même ajouté toutes sortes d'ornements néo-byzantins qui disparaîtront par la suite. Eiffel ajoute à tout ça une vocation scientifique. On va pouvoir faire, depuis le sommet de la tour, des expériences sur la chute des corps, des relevés météo, des études de l'atmosphère, etc. Et puis au sommet, il y aura ce phare éclairant Paris et symboliquement éclairant la France et le monde entier, le phare de la Révolution, vous l'avez bien compris. Le projet reçoit le soutien inconditionnel du ministre du Commerce et de l'Industrie, Édouard Locroix. Je vais même aller plus loin. C'est que Locroix a tout fait pour que ce soit le bureau Eiffel qui obtienne le contrat. C'est un esthète assez étonnant, encore un franc-maçon très influent, convaincu de l'universalisme français et qui sait flatter l'ingénieur. Vous faites honneur à notre pays, dit Locroix à Eiffel. Dès le premier jour de construction, vous savez que cette tour va susciter une hostilité féroce. Les conservateurs ne sont pas du tout d'accord et notamment le journal Le Temps va publier un texte de 47 artistes. Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs passionnés de la beauté jusqu'ici intacte de Paris, protester de toutes nos forces et de toute notre indignation au nom du goût français méconnu, au nom de l'art et de l'histoire français menacés contre l'érection en plein cœur de notre capitale de l'inutile et monstrueuse tour Eiffel. Et c'est signé Charles Gounod, Charles Garnier, Alexandre Dumas fils et le comte de Lille et Sully Prudhomme et Guy de Maupassant. Que du beau monde, dont Eiffel, somme toute, se moque un peu. Je l'ai toujours dit, méfions-nous des grands hommes, dit-il. Locroix, le ministre, va voler au secours d'Eiffel et lui donner même tous les moyens, tous les sauf-conduits nécessaires. Il passe lui-même sur le chantier. Il a donné le premier coup de pioche. Eh bien, il inspecte régulièrement le chantier pour montrer à quel point l'État soutient cette extraordinaire entreprise. Et Eiffel le veut irréprochable, ce chantier. Il le veut inattaquable, aucun mort, aucun blessé. Il oblige les ouvriers à travailler en silence. Il interdit l'alcool en dehors des repas. Il proscrit les bagarres. Les ouvriers travaillent à des hauteurs qu'on n'avait jamais atteintes. Ils travaillent parfois sous la neige, en hiver, ou l'été par 40 degrés. Il faut vous dire que l'été 88 est particulièrement chaud. Eiffel est un patron assez paternaliste, il faut bien le dire. Il faut 2 grèves dures pour l'obliger à concéder une prime et une augmentation. Et quand même, à la toute fin des travaux, il y aura 1 mort. Mais il faut reconnaître que pour un chantier pareil, c'est très très peu. Les journalistes invités sur le chantier ne manquent pas de faire le parallèle avec l'autre chantier du moment, la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Et vous voyez bien que ce sont 2 chantiers très opposés. L'un dédié au Sacré-Cœur de Jésus, l'autre dédié au progrès total à la fois total dans le progrès des sciences. Pour beaucoup, la Tour Eiffel, nous dit Christine Kerdelan, la Tour Eiffel marque la victoire des francs-maçons sur les partis cléricaux, la revanche de la science sur Dieu. Le 31 mars 89, c'est donc l'inauguration avec l'ascension des 1665 marches de la tour. Eiffel est suivi par le président du Conseil Tirard, le ministre Locroix bien sûr, le maire de Paris, Chautemps, toute une flopée de journalistes. Et quand on arrive tout en haut, Eiffel hisse un drapeau bleu, blanc, rouge de 7,50 m de long sur 4 mètres de large qui se déploie dans le vent. Et d'une voix vibrante, un journaliste dit « Allons enfants de la patrie » et ça y est, tout le monde chante, on fait chorus.
À l'ouverture en mai, le public est au rendez-vous. Et quand je dis le public, aussi toutes sortes de personnalités. Le prince de Galles, le Shah d'Iran en personne, et le tsarevitch Nicolas, le roi de Grèce et Sarah Bernhardt, Buffalo Bill, Thomas Edison. Bref, Gustave Eiffel est devenu tout simplement le premier ingénieur après Dieu. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le Capitole est proche de la roche tarpéienne. Vous savez, c'est quand on se croit invincible qu'on est parfois atteint. Il faut dire qu'en 1881, c'est-à-dire 8 ans avant l'inauguration de la Tour Eiffel, la compagnie de Panama, une compagnie française dirigée par le diplomate Ferdinand de Lesseps, s'était lancée dans le percement de ce nouveau canal, le canal de Panama entre l'Atlantique et le Pacifique, chantier qui est devenu un gouffre financier, avec des plans qui ont constamment dû être revus par Lesseps, pour faire construire des écluses qui n'avaient pas été prévues. Pour ces écluses, Lesseps a fait appel à Eiffel, qui a accepté, mais à des conditions lui permettant d'engranger des marges mirobolantes. Et pendant que les travaux avancent, Lesseps multiplie les emprunts, il émet des obligations, enfin c'est l'État qui les émet pour lui, il soudoie des journalistes et des parlementaires. Vous savez, il y a une foule de petits épargnants qui vont placer leurs économies dans les obligations de Panama. Et début 89, eh bien, ce château de cartes s'écroule. La compagnie est mise en liquidation. Il y a 85 000 épargnants qui vont perdre leur mise et certains iront jusqu'à se suicider. Plaintes partout, scandale, articles terribles. Eiffel est éclaboussé, bien entendu, et est accusé de s'être enrichi alors que les petits porteurs s'étaient ruinés. Accusé plutôt à juste titre, il faut bien le dire. C'est le Tour Eiffel, se moque le journal à scandale Gil Blas. Étrangement, Gustave Eiffel choisit ce moment pour se présenter aux élections sénatoriales de 91 chez lui à Dijon. Autant vous dire qu'il est sèchement renvoyé dans ses pénates dorées du 8e arrondissement. Il avait acheté un hôtel particulier rue Rabelais, pas loin de l'Élysée, également un château à Sèvres. Bref, en 1892, il n'en est pas moins inculpé pour escroquerie et abus de confiance. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et Pierre Anquetin, qui a conçu cette émission, nous dit que le procès des principaux protagonistes va se tenir dès l'année suivante. Il y a Lesseps là-dedans et son fils, mais aussi Gustave Eiffel, qui s'embrouille dans ses explications et qui ne convainc personne. Ce fut un lamentable spectacle de voir chanceler cet homme, nous dit l'illustration. Homme dont le monde entier sait le nom et qui pâlissait comme un coupable vulgaire, tandis que son regard noyé de myope prenait une expression d'angoisse indicible. Et il est condamné à 2 ans de prison ferme pour abus de confiance. Vous allez me dire, le jugement sera cassé en cassation pour prescription. Après quelques jours de prison, Gustave Eiffel va être libéré, mais il n'est pas blanchi et ça restera une tache évidemment sur sa biographie. Le marché de la construction du métro de Paris après ça va lui échapper. Comment en aurait-il été autrement? Le tunnel sous la Manche, j'allais dire tombe à l'eau, si j'ose l'expression. Un projet d'observatoire dans les Alpes est également abandonné, mais lui continue à vendre des viaducs, des charpentes partout dans le monde, avec une fortune qui continue de s'accroître, notamment après le rachat par les Américains de ses parts dans le canal de Panama pour un énorme montant. Son combat maintenant est de sauver sa tour, qui devait être provisoire, mais dont la destruction doit pouvoir être évitée. En 1904, c'est lui qui propose au ministère de la Guerre d'installer au sommet de la Tour Eiffel une antenne de télégraphie sans fil, de TSF. Il va rendre comme cela son chef-d'œuvre indispensable. Après la guerre, toujours à la pointe du progrès, le vieil Eiffel se lancera dans l'étude de l'aérodynamique, primordiale pour la construction des premières automobiles et, vous me voyez venir, pour la construction des premiers avions. Qui sait ce qu'aurait fait Gustave Eiffel s'il avait vécu encore plus longtemps, ou en tout cas s'il avait été plus jeune au moment du développement de ces grandes inventions françaises qui allaient envahir le monde. Il va s'éteindre à l'âge de 91 ans, Gustave Eiffel, toujours aussi dynamique néanmoins, toujours aussi riche bien entendu, mais avec peut-être moins de réputation qu'il n'avait pu en avoir au moment de l'inauguration de la Tour Eiffel. Sans doute, il meurt en 1923. Et au cours de ses obsèques, 1 millier de personnes vont venir rendre hommage au grand ingénieur qui avait donné à la France un symbole tellement connu, tellement admiré. C'est devenu le symbole de Paris, la Tour Eiffel, bien entendu. Grand ingénieur qui, vous l'aurez compris, jusqu'au bout et dans sa substance même, aura été un grand républicain.
Vous écoutez Radio Classique.